En pleine heure de pointe, l'aéroport de Charlotte, en Caroline du Nord, est secoué par une terrible explosion. Les flammes dépassaient les barrières. C'était de la folie, les gens s'enfuyaient. Les pompiers, arrivés rapidement devant le hangar en feu, découvrent un énorme brasier. On n'a pas compris tout de suite qu'un avion avait heurté le hangar. Un avion de transport régional s'est écrasé juste après le décollage. Il n'y a aucun survivant. On se posait 1000 questions. Cet appareil venait de faire 9 vols sans le moindre problème. Les enquêteurs mettent en lumière une série d'erreurs Bill, j'ai une idée. et s'aperçoivent que depuis des années, les passagers des avions de transport régionaux n'étaient pas en sécurité. En ce 8 janvier 2003, le jour se lève sur la ville de Charlotte, en Caroline du Nord. Les 500 000 habitants se réveillent doucement. À l'aéroport international Charlotte Douglas, le commandant Cathy Leslie est déjà au travail. À 25 ans, cette Texane est pilote chez Air Midwest depuis presque 3 ans. C'est l'un des commandants de bord les plus jeunes de la compagnie. Salut Tom, bon vol. C'est une excellente pilote qui a débuté sa carrière prometteuse dans cet aéroport américain en pleine expansion. Il s'agit pour US Airways d'une importante plateforme de correspondance, d'où partent des vols vers les grandes villes de l'Est des États-Unis. La compagnie Air Midwest assure un service de navette appelé US Airways Express. Elle possède une flotte de Beechcraft 1900D, un avion de transport régional de 19 sièges passagers considéré comme très fiable. Aujourd'hui, le commandant Leslie est aux commandes d'un de ces appareils pour un vol de 30 minutes à destination de l'aéroport de Greenville-Spartanburg, en Caroline du Nord. Jonathan Gibbs, 27 ans, est son copilote. Bien dormi hier soir? J'ai rêvé que j'étais à Miami. Votre attention, mesdames et messieurs. Dernier appel pour les passagers du vol Air Midwest 5481 à destination de Greenville-Spartanburg. Merci de vous diriger vers le hall 4. Ce matin-là, Christiana Shepard, de 18 ans, fait partie des passagers. Ses parents, Doug et Teresa, sont missionnaires baptistes et travaillent sur les îles portugaises des Açores. Christiana est partie le 7 janvier des Açores. Elle a passé une nuit à l'aéroport de Boston avant de prendre un vol pour Charlotte, puis Greenville. Elle retournait à la fac. Christiana était du genre à venir vers vous, à vous prendre dans ses bras sans raison particulière et dire « Papa, je t'aime ». À 8 heures du matin, Christiana monte à bord de l'avion. Au même moment, comme le veut la procédure avant le décollage, les pilotes calculent le poids des bagages, des passagers et du carburant embarqué pour s'assurer que l'avion n'est pas surchargé et que le poids est correctement réparti. Cette vérification se fait sur tous les avions de ligne. On est au complet derrière? 19 passagers. Je n'ai pas le poids des bagages. D'accord. Mais les manutentionnaires s'inquiètent du poids des bagages. On en retire combien, commandant? On est en train de calculer.
On n'aura sans doute pas besoin d'en enlever. 7 tonnes 719. La limite, c'est 7 tonnes 765. Oui, maximum. Alors on est bon? Eh oui. Bonjour, bienvenue à bord de ce vol US Airways à destination de Greenville-Spartanburg. Installez-vous confortablement, ce vol ne durera qu'une trentaine de minutes. Avant le décollage, les pilotes vérifient les commandes de vol, comme les gouvernails de direction et de profondeur qui permettent de manœuvrer l'appareil. Commande libre et dans le bon sens. Air Midwest 5481, piste 18 droite. Roulez jusqu'au point d'arrêt et maintenez position. Le commandant Leslie ne va pas tarder à décoller. Devant elle, un appareil régional bombardier. C'est une belle machine, hein? Oui, j'aimerais bien piloter ça. Pour éviter les turbulences de sillage, le commandant Leslie doit rester à distance. Il va nous déstabiliser avec ses réacteurs. Air Midwest 5481, tournez à droite. Cap 230, autorisé décollage. Affiche puissance de décollage. Puissance affichée. 80 nœuds, cross-check. À 80 nœuds, les pilotes vérifient que tous les instruments fonctionnent. Ne détectant aucune anomalie, Leslie et Gibbs poursuivent la procédure de décollage. Pour la tour de contrôle, le décollage du vol 5481 se déroule normalement. Train sur entrée. Tout à coup, le nez de l'appareil se lève de façon spectaculaire, passant de 7 à 54 degrés de cabré. Aide-moi! Tu y arrives? J'essaie! Les pilotes tentent d'abaisser le nez de l'appareil. C'est l'air qui circule au-dessus des ailes qui génère la portance. Si l'appareil continue de se cabrer ainsi, l'air ne passera plus. L'appareil décrochera et tombera en piqué. Baisse le nez! C'est pas vrai, Midwest 5481, situation d'urgence. Alerte 3, tenez-vous prêt, piste 18 droite. Le contrôleur chargé du vol appelle les secours. C'est pas vrai. L'appareil se trouve maintenant à 350 mètres du sol. Il s'immobilise, s'incline vers la gauche et commence à tomber. Le commandant Leslie tire de toutes ses forces sur le manche. Si l'avion ne remonte pas, il s'écrasera sur le sol. Les contrôleurs aériens regardent impuissants l'appareil qui tombe. Le commandant Cathy Leslie tente de faire prendre de l'altitude à son appareil, mais en vain. Il fonce vers un hangar de l'US Airways. Juste avant le décollage, l'appareil a été ravitaillé d'une tonne de carburant hautement inflammable. Au moment de l'impact, il prend feu instantanément. Les énormes flammes menacent d'embraser le hangar qui abrite plusieurs appareils et des centaines d'employés. Caserne des pompiers. Un avion vient de s'écraser. Un avion? Oui, un avion s'est écrasé. Il y a un incendie à l'aéroport. On a un code 10. Un appareil s'est écrasé au sud de l'aéroport. Je répète, un accident d'avion et un incendie. Le capitaine des pompiers, Keith Rogers, 38 ans, se dirige vers sa caserne lorsqu'il reçoit ce code 10. Un code 10, c'est un accident d'avion. C'est le genre d'intervention à laquelle on est généralement confronté une seule fois dans sa carrière.
Cindy Overcash fait partie de la brigade des pompiers de Charlotte. On ne voyait pas le hangar d'ici, mais on apercevait une énorme fumée noire. On savait que c'était grave. Dans le bâtiment voisin, le directeur commercial David Isola entend l'explosion. J'étais à mon bureau et j'ai entendu un énorme bruit. Un collègue est arrivé et m'a dit qu'il avait vu un appareil s'écraser. J'ai pris mon véhicule et je me suis rendu sur les lieux. À 60 mètres de l'accident, Isola filme les premières minutes du drame. Il y avait énormément de fumée. C'était une vision d'apocalypse. Les flammes dépassaient les barrières. C'était de la folie, les gens s'enfuyaient. Quand Keith Rogers arrive sur les lieux, il doit faire face à un flot de gens qui courent dans tous les sens. Quand je suis arrivé à l'aéroport, sur le tarmac, il y avait plein de gens qui sortaient en courant et se précipitaient vers les camions de pompiers. Donc il fallait faire très attention. Ils sortaient du hangar aussi vite qu'ils pouvaient. Ils avaient compris que ce n'était pas un exercice, mais une vraie situation d'urgence. On ne savait pas si c'était un avion à l'intérieur du hangar ou le hangar lui-même qui avait pris feu. On n'a pas compris tout de suite qu'un avion avait heurté le hangar. Rogers prend immédiatement le contrôle des opérations. Il sait que des appareils sont stationnés à l'intérieur et que leurs réservoirs peuvent exploser à tout instant. On était inquiets pour les passagers de l'avion et pour les gens qui travaillaient dans ce hangar. On pensait aussi aux appareils en réparation qui risquaient de prendre feu. C'était une situation très difficile. En quelques minutes, les pompiers maîtrisent l'incendie. Ils espèrent encore trouver des survivants dans les décombres de l'avion. Quand on a compris ce qui s'était passé, on ne pensait qu'aux survivants. Keith Rogers envoie Cindy Overcash et une équipe de pompiers au cœur de l'incendie. Cindy et deux de ses collègues progressent à l'intérieur de l'épave, en prenant soin d'éteindre les nouveaux départs de feu. On croyait voir des mannequins comme ceux qu'on utilise dans les tests de résistance au choc. On pensait qu'un avion avait explosé dans le hangar, détruisant le matériel. Ensuite, j'ai réalisé que ce n'était pas des mannequins. Il leur a fallu quelques minutes pour comprendre et se rendre compte qu'il n'y avait aucun survivant. Ce drame a coûté la vie aux 19 passagers et aux 2 pilotes. À 8h53 ce matin, un avion s'est écrasé avec à son bord 19 passagers et 2 membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant. On espère ne jamais être appelé sur un accident aussi meurtrier. C'est la mission la plus difficile qu'un pompier puisse rencontrer au cours de sa carrière. Pour les équipes de secours, le plus dur est passé.
Mais pour les proches et la famille des victimes, l'angoisse ne fait que commencer. Je traversais le salon, je me suis arrêtée et j'ai demandé... Mon cœur bat aussi fort aujourd'hui que ce jour-là. J'ai demandé, est-ce que Christiana a appelé? On m'a dit que non. Et j'ai tout de suite su qu'il était arrivé quelque chose. J'ai appelé la fac et ils m'ont dit « Madame Shepard, nous avons une terrible nouvelle. » J'ai appris que l'avion s'était écrasé au décollage et qu'il n'y avait pas de survivants. Ensuite, il a fallu que j'aille prévenir Doug qui était dans le garage. Ces instants-là, on ne les oublie jamais. J'étais en train de remplacer un néon quand Teresa est arrivée. Quels mots utiliser? Des mots, on en utilise tous les jours, mais lesquels utiliser? Pour anéantir la vie de quelqu'un. Je lui ai dit, Doug, l'avion de Christiana s'est écrasé. À cet instant-là, mon univers s'est écroulé. Les Shepard et les familles des 20 autres victimes veulent maintenant savoir ce qui a causé la mort de leurs proches. Cela fait désormais 5 heures que le vol 5481 s'est écrasé sur un hangar de l'aéroport de Charlotte. Comme il n'y a pas de survivants, aucun corps et aucun débris n'est déplacé avant l'arrivée des enquêteurs du NTSB, l'équivalent américain du bureau d'enquête et d'analyse. Tandis que les légistes marquent en rouge l'emplacement des restes humains, les enquêteurs marquent en jaune des fragments de métal à la recherche d'indices qui expliqueraient ce qui s'est passé. Lorinda Ward est chargée de l'enquête. C'est sa première mission en tant qu'enquêtrice principale sur un accident d'avion. Malheureusement, ce jour-là, elle n'est pas en forme. Ce jour-là, j'étais un peu mal fichue. J'avais un rhume. Mais on reçoit une telle dose d'adrénaline qu'on en oublie son état. Les autres enquêteurs étaient expérimentés, alors j'étais confiante en me rendant à Charlotte. À l'aéroport, Lorinda Ward prend les premières mesures pour mener à bien son enquête. J'ai vérifié auprès des pompiers que l'incendie était bien maîtrisé. Ensuite, j'ai convoqué les premiers arrivés sur les lieux pour savoir ce qu'ils avaient remarqué en arrivant. Lorinda ne perd pas de temps. Des corps étaient coincés dans l'épave. Elle déclare que le site présente un danger biologique potentiel. Les enquêteurs doivent porter des combinaisons de protection le temps d'examiner l'épave et d'identifier les restes des victimes. Quand on est arrivé sur les lieux de l'accident, on ne voyait même pas qu'il y avait un avion. À cause de l'incendie, on avait du mal à identifier qu'il s'agissait d'un appareil capable de transporter 21 personnes. Aux alentours du site de l'accident, On y va! Lorinda et son équipe cherchent des indices. Ils avançaient tous côte à côte sur la piste depuis laquelle l'avion avait décollé, pour ramasser tout ce qui s'y trouvait, au cas où ça aurait un rapport avec l'enquête. Les pistes doivent être exemptes de tout débris. Le plus petit objet peut devenir un projectile mortel s'il heurte un avion au moment du décollage. 3 ans plus tôt, un Concorde avait roulé sur une lamelle métallique de 40 cm sur une piste de l'aéroport de Roissy. Le réservoir de l'appareil avait été percé et avait pris feu. L'appareil était monté à 200 mètres d'altitude avant de s'écraser sur un hôtel. 109 personnes à bord et 4 au sol avaient été tuées.
À l'aéroport Charlotte Douglas, les enquêteurs ratissent la zone. Ils trouvent un bouchon de réservoir tout près d'une piste. Vous avez quoi? Ce qui est dangereux, c'est que ce bouchon peut être aspiré par un moteur et provoquer des dégâts. Cette découverte fait envisager une première hypothèse. Quand le vol 5481 s'est élancé sur la piste, le bouchon a pu endommager les rotors des moteurs, provoquant la chute de l'appareil du commandant Leslie. Il fallait qu'on le rapporte pour voir si ça avait un lien avec notre accident. Il pouvait provenir de l'avion ou avoir causé des dégâts à l'appareil. Après vérification, Ward et ses enquêteurs concluent que ce bouchon n'a pas pu interférer avec les hélices. Les enquêteurs ne découvrent rien d'autre sur la piste et écartent la théorie des débris. Bill English, l'enquêteur du NTSB expert en contrôle aérien, explore une autre piste. Vu les circonstances, l'accident pouvait être dû à des turbulences de sillage. Les ailes d'un avion à grande vitesse perturbent l'air environnant, créant de violents tourbillons d'air. Des tests de la NASA ont illustré il y a des décennies la puissance et le danger de ces turbulences. On a vérifié quel type d'appareil était parti juste avant, pour savoir s'il y avait eu des turbulences de sillage. Les avions plus gros, plus lourds, créent plus souvent ce type de turbulences. Bill English examine les données des radars au moment de l'accident. Il apprend qu'un bombardier, un avion de transport régional beaucoup plus lourd, a décollé juste avant. C'est une belle machine, hein? Oui, j'aimerais bien piloter ça. La turbulence de sillage est générée par l'extrémité des ailes d'un avion. Lorsqu'il décolle, cela entraîne ce qu'on appelle parfois des tourbillons marginaux, des vortex, qui créent de dangereuses turbulences. Piste 18 droite, roulez jusqu'au point d'arrêt. Les contrôleurs aériens suivent des procédures et espacent les avions pour qu'ils ne subissent pas de turbulences de sillage. Un an plus tôt, un appareil d'American Airlines décollant de New York avait été victime de telles turbulences. L'appareil s'était écrasé dans un quartier résidentiel. 260 personnes à bord et 5 au sol avaient péri. Il va nous déstabiliser avec ses réacteurs. Air Midwest 5481, autorisé décollage. Bill English doit à présent déterminer si les turbulences de sillage du bombardier sont responsables de l'accident du vol 5481. D'après la trajectoire de vol de l'appareil du commandant Leslie, c'est tout à fait possible. Un avion qui se cabre à cause de turbulences de sillage, c'est déjà arrivé. Le nez se soulève tout à coup et les pilotes ont du mal à le rabaisser. English veut savoir à quelle distance le Beechcraft se trouvait du bombardier. La tour de contrôle de Charlotte est équipée d'un système informatique qui enregistre le mouvement des avions au sol. Bill obtient la réponse à sa question. On a pu voir à quel endroit de la piste et à quel moment l'autre avion avait décollé par rapport au moment où le Beechcraft a entamé son roulage. Quand Bill calcule la position exacte des avions au moment de leur décollage, il s'aperçoit que même s'ils étaient sur la même piste, leurs trajectoires ne se sont jamais croisées. L'autre avion régional a décollé beaucoup plus loin sur la piste que celui qui s'est écrasé. Et les trajectoires de montée des deux appareils ne se sont jamais coupées.
Le Beechcraft avait une pente très élevée. Il ne pouvait pas croiser les turbulences de sillage du premier appareil. Dans ces circonstances, l'accident ne pouvait pas être dû à des turbulences de sillage. La théorie du vortex est donc abandonnée et le travail de Bill English terminé. Maintenant, c'est au tour de Lorinda Ward et de son équipe de trouver des indices dans l'épave calcinée. En 2 jours, ces investigations vont révéler une série d'erreurs et d'estimations erronées qui, depuis des années, mettent en danger la vie de dizaines de milliers de passagers. Quelques heures après l'accident, les enquêteurs retrouvent l'enregistreur phonique et l'enregistreur de paramètres. Ces boîtes noires sont conçues pour résister à des températures allant jusqu'à 1100 degrés. Mais dans cet accident, une partie de l'enregistreur phonique a fondu. Les boîtes sont photographiées et expédiées pour être analysées. Parmi les tonnes de débris qui jonchent le sol, les enquêteurs découvrent aussi les restes des câbles de commande de profondeur. Essentiels pour manœuvrer l'avion, ces câbles relient le manche à la gouverne de profondeur, une surface aérodynamique qui permet aux pilotes de faire monter ou descendre l'appareil. Des tendeurs à vis maintiennent les câbles tendus. Pour cabrer l'appareil, les pilotes tirent sur le manche. Les câbles relèvent la gouverne, forçant le nez à se relever. Pour mettre l'appareil en descente, les pilotes poussent sur le manche. Les câbles font baisser la gouverne et le nez de l'appareil pique vers le bas. En examinant les câbles et les tendeurs à vis calcinés, les enquêteurs remarquent une première anomalie. Ils n'étaient pas dans la position dans laquelle on aurait dû les trouver. Il y en avait un qui était en position étirée et l'autre en position resserrée. On les a mis de côté pour les examiner plus tard. Tandis que les analyses se poursuivent, l'enquêteur du NTSB, Stephen Carbone, se rend en Virginie pour interroger les mécaniciens qui ont révisé l'appareil la veille de l'accident. On avait appris qu'une révision de routine venait d'être effectuée. On voulait savoir si quelque chose avait été fait durant ce contrôle et s'il fallait prendre cela en compte dans l'enquête. Le mécanicien dit qu'il fallait régler les câbles. Je lui ai dit de s'en occuper. Oublie pas le manuel. Ça marche. Après 1200 heures de vol, les appareils d'Air Midwest sont soumis à une inspection d'entretien de routine durant laquelle on vérifie le réglage des câbles de la gouverne de profondeur. Le mécanicien a trouvé que les câbles étaient mal réglés. Il a donc noté qu'il allait vérifier leur tension et les régler en fonction des consignes du manuel. Les mécaniciens expliquent à Carbone que le travail a été contrôlé et validé. Pour eux, les réglages sur l'appareil étaient conformes au manuel. Au premier abord, il semble avoir raison. Après la visite d'entretien, cet appareil a décollé et atterri à 9 reprises sans le moindre incident. Les enquêteurs étudient les enregistreurs de paramètres pour savoir ce qui s'est passé au cours de ces vols. Cette boîte noire contient les données de plusieurs vols avant et après le réglage des câbles. Aucun pilote n'a eu le moindre problème avec la gouverne de profondeur. La révision ne semblait pas avoir altéré l'appareil, puisqu'il avait volé 9 fois sans le moindre souci avant ce crash. Lorinda Ward apprend que les pilotes du vol 5481 ont vérifié le fonctionnement de la gouverne avant le décollage. Commande libre et dans le bon sens. Air Midwest 5481. Les enquêteurs examinent de plus près la configuration inhabituelle des câbles pour voir si cela a pu jouer un rôle dans l'accident.
ce qu'il découvre explique pourquoi l'appareil est tombé. Normalement, les deux tendeurs à vis doivent être quasiment de la même longueur. Mais sur l'appareil du commandant Leslie, un des tendeurs est nettement plus long que l'autre. Pour obtenir la bonne tension du câble, les mécaniciens serrent les tendeurs à vis. Mais s'ils serrent trop, cela raccourcit les câbles et limite le débattement de la gouverne de profondeur. La gouverne devrait pouvoir se braquer de 14 degrés vers le bas. Or, son débattement a été réduit de moitié, à 7 degrés seulement. Les conséquences sont catastrophiques. Durant le décollage, le nez se lève comme il se doit. Wow. Baisse le nez! C'est pas vrai! Mais ensuite, le débattement limité de la gouverne empêche les pilotes de corriger l'assiette. À cause de la révision et du réglage effectué quelques jours plus tôt, les pilotes ne pouvaient rien faire. L'appareil étant trop cabré, l'inclinaison des ailes devient trop forte et l'air ne circule plus au-dessus. L'avion perd sa portance et se met à tomber. Le débattement limité de la gouverne explique pourquoi le Beechcraft s'est écrasé. Les câbles de commande de profondeur étant mal réglés, les pilotes ne pouvaient plus contrôler leur avion. Stephen Carbone veut comprendre comment une erreur aussi tragique a pu arriver. Oui, je vois. Il retourne interroger les mécaniciens présents le soir de la révision, et cette fois, leur version est bien différente. La plupart des gars étaient en formation. Les mécaniciens présents ce soir-là étaient des sous-traitants de la société de maintenance. Ceux qui ont fait la révision de l'appareil avaient peu l'habitude des Beechcraft 1900D. Et la personne qui a fait le réglage était encore en formation. Quand ils sont en place, tu règles les vis des tendeurs pour augmenter la tension. Oui, je vois. Régler les câbles de la gouverne n'est pas simple. C'est une opération qui prend du temps et qui se fait en 25 étapes. C'est bon. Et les autres étapes? T'inquiète pas. Vérifie simplement la tension des câbles quand tu auras fini, et c'est bon. Le superviseur et le mécanicien ont décidé de ne suivre que certaines étapes. Ils pensaient que ça suffisait pour effectuer ce réglage. Le mécanicien a négligé 9 étapes de la procédure, dont la vérification du débattement de la gouverne de profondeur. S'il l'avait vérifié, il aurait remarqué que le débattement était limité par la mauvaise tension des câbles. En respectant les consignes, ils auraient remarqué qu'il y avait un problème. Pourtant, un superviseur a validé la révision. Carbone s'aperçoit que c'était lui qui formait le mécanicien ce soir-là. Le problème, c'est que le superviseur qualité travaillait aussi comme instructeur. C'est lui qui expliquait aux mécaniciens comment faire ce réglage. Quand on est instructeur, c'est comme si on faisait soi-même le travail. Donc, il a ensuite validé en tant que superviseur ce qu'il venait de faire. Quand j'ai appris que ce mécanicien avait négligé certaines procédures, j'étais très en colère. Son geste a détruit nos vies, la vie de 21 personnes et de 21 familles. On ne se remet jamais d'un tel drame. Les Shepherd engagent des poursuites contre la compagnie aérienne. Ils exigent aussi des excuses, une première dans l'aviation américaine. Ils ne voulaient pas uniquement des réparations financières appropriées.
Il tenait aussi à ce qu'on sache qui étaient réellement les victimes de ces drames. Les Shepherd pensent qu'ils auront plus de chances d'obtenir des excuses en mettant un visage sur le nom de Christiana. On a choisi cette photo et on l'a envoyée aux gens qui étaient impliqués dans l'accident, dans l'enquête, pour que Christiana ne soit pas juste un numéro de siège, de billets ou un montant d'indemnité, pour qu'ils voient que c'était une personne. On a entamé des poursuites quand on a décidé de demander des excuses. On pensait que la compagnie s'excuserait. On ignorait que les compagnies aériennes ne s'excusent jamais. Si la compagnie a fait une erreur, elle devrait le reconnaître et dire « Nous sommes désolés d'avoir fait une erreur et nous sommes en train de corriger cela ». Dans cette affaire, les mécaniciens pensaient avoir bien fait leur travail. Pour eux, c'était la routine. Et ils ont découvert que leur manque de rigueur avait coûté la vie à 21 personnes. Lorinda Ward et son équipe pensent avoir découvert la cause de l'accident. Mais une chose les intrigue. Pourquoi ce problème de réglage défectueux ne s'est-il pas manifesté plus tôt? Comme l'avion avait déjà effectué 9 vols sans aucun problème, on s'est demandé ce que ce dernier vol avait de particulier. Les enquêteurs reconstituent ce qui s'est passé durant les heures et les minutes précédant l'accident. Vous avez remarqué des anomalies avant le décollage? L'avion était bas quand il est parti. Il avait l'air très chargé. Des témoins disaient que l'avion semblait surchargé. Les bagagistes disaient qu'ils avaient eu du mal à fermer la soute parce qu'il y avait énormément de valises. Tout avion a une masse maximale au-delà de laquelle l'appareil ne peut décoller du sol. Pour chaque vol, les pilotes doivent donc calculer la masse de l'avion. On est au complet derrière? On en retire combien, commandant? On est en train de calculer. Les pilotes du vol 5481 ont bien effectué ce calcul. Super, 7 tonnes 719. On les entend sur l'enregistreur phonique. Ils vérifient les chiffres pour s'assurer que le centre de gravité de l'appareil leur permettra de décoller. La limite, c'est 7 tonnes 765? Oui, le maximum. Sur n'importe quel appareil, petit ou gros, la masse des bagages et des passagers doit être bien répartie. Le centrage détermine le centre de gravité de l'appareil. Pour qu'un avion soit équilibré, son centre de gravité ne doit pas être ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Alors on est bon? Eh oui. On n'aura sans doute pas besoin d'en enlever. Tous les pilotes d'Air Midwest calculent la masse et le centrage en utilisant des poids moyens, ce qu'on appelle des masses forfaitaires. 80 kg par passager et 9 kg par bagage. Ils savaient qu'ils avaient un centrage arrière. Mais en utilisant les masses forfaitaires pour leurs calculs, ils ne dépassaient pas les limites imposées par le constructeur pour décoller. Lorinda vérifie si la masse maximale au décollage a bien été respectée. Nous avons revérifié le poids des bagages et celui des passagers et de l'équipage. Des enquêteurs pèsent les restes des bagages calcinés. Allô, docteur, pourriez-vous me dire quel était le poids de votre patient? Et obtiennent le véritable poids des passagers à bord de l'avion. 96 kilos. Merci. Une fois toutes ces données réunies, Lorinda constate que la véritable masse de l'avion était de 8 tonnes 02, soit 263 kilos de plus que le maximum autorisé. Ils n'auraient pas décollé s'ils avaient calculé avec les poids réels. Ils auraient été forcés de débarquer des passagers ou des bagages.
En raison de l'excédent de poids et du grand nombre de valises à l'arrière de la soute, le centre de gravité de l'appareil est légèrement en arrière. Cela ne pose aucun problème jusqu'au moment où le train d'atterrissage est rentré. Train sur entrée. Lorsque la masse de la roulette de nez du train se déplace vers l'arrière, l'équilibre se rompt et l'avion se cabre. Les commandes de profondeur étant défectueuses, les pilotes tentent en vain de reprendre le contrôle de l'appareil. Quand la roulette de nez s'est rétractée vers l'arrière, ils ont perdu le contrôle de l'appareil. La masse s'est déplacée vers l'arrière et le débattement de la gouverne n'était pas suffisant pour rabaisser le nez de l'avion. Et à l'altitude où ils étaient, ils ne pouvaient pas se rétablir. Au moment où le Beechcraft a décollé, les passagers et les pilotes ne pouvaient pas savoir qu'à cause de 2 erreurs sans rapport entre elles, ils étaient déjà condamnés. C'était un vol de routine pour ces pilotes. Ils ont fait toutes les vérifications de départ. Ils ont calculé les masses et le centrage, ils ont fait les annonces adéquates, ils sont allés sur la bonne piste. C'était la routine et ils ne savaient pas que 2 erreurs avaient été commises. L'erreur de maintenance et la surcharge ne sont pas les seuls problèmes soulevés par l'enquête de Lorinda Ward. Tu as une seconde? J'ai une idée. Lorinda pense avoir mis le nez sur un problème qui concerne en réalité tous les avions de transport régionaux en circulation. Les enquêteurs du NTSB répètent toujours que chaque accident d'avion améliore la sécurité aérienne. Le vol 5481 ne déroge pas à la règle. 14 mois après l'accident, Lorinda et son équipe publient un rapport complet pour que les erreurs qui ont coûté la vie aux passagers et aux pilotes de ce vol ne se reproduisent pas. Lorinda Ward recommande notamment que les moyennes utilisées pour calculer le poids des bagages et des passagers soient révisées. Ces moyennes n'avaient pas été changées depuis 1936. Or, des études ont montré que le poids moyen des individus de par le monde a augmenté. Lorinda Ward pense que ces moyennes ne sont plus d'actualité. Nous avons fait une recommandation à la FAA, l'aviation civile américaine, pour que leur compagnie vérifie les masses forfaitaires, aussi bien en été qu'en hiver, pour voir si ces moyennes correspondaient au poids réel des passagers. Le résultat de l'enquête de la FAA est édifiant. Un passager américain adulte pèse en moyenne non pas 80, mais 88 kilos. La FAA découvre également que le poids des bagages était sous-estimé de plus de 2,2 kilos par bagage. Les moyennes utilisées devaient être réactualisées. Si des masses forfaitaires plus élevées avaient été en vigueur le 8 janvier 2003, le vol 5481 n'aurait pas eu le droit de décoller. Le commandant Leslie aurait été obligé de débarquer des bagages ou des passagers. Super, 7 tonnes 719. Les pilotes d'Air Midwest utilisent maintenant un forfait de 90,5 kg par passager, ce qui signifie que leur Beechcraft ne transporte plus que 17 passagers au lieu de 19. Mais le rapport de Lorinda Ward souligne également que malgré une réactualisation des masses forfaitaires, les erreurs restent possibles. Les avions de transport régional ne seront sûrs que lorsque les compagnies aériennes cesseront de faire des estimations et calculeront la masse réelle à bord avant le décollage. De nouvelles technologies ont été mises au point pour vérifier la masse et le centrage en temps réel au cours du chargement de l'avion. Connaître la masse des passagers et des bagages est essentiel. De plus en plus de personnes prennent des avions régionaux. Devant l'envolée du prix du kérosène, ces appareils moins gourmands deviennent plus intéressants pour les compagnies aériennes.
Rien qu'aux États-Unis, plus de 10 millions de personnes voyagent chaque année sur des appareils de moins de 30 places. Les appareils de plus petite taille sont plus sensibles à la masse et au centrage. Malgré les recommandations de Lorinda Ward et la technologie disponible, on calcule encore une masse moyenne au lieu de la masse réelle sur près de 70% des petits avions. Aux yeux de Doug et Teresa Shepard, tous les risques ne sont pas écartés. Si la FAA s'impliquait davantage dans les régulations, la sous-traitance pourrait être un plus. Mais vu comme c'est géré actuellement, des erreurs risquent de se reproduire. Et les autres étapes? T'inquiète pas, vérifie simplement la tension des câbles quand tu auras fini, et c'est bon. Le rapport de Lorinda Ward stipule que les transporteurs aériens devraient superviser les réparations afin que toutes les tâches, même celles sous-traitées, soient correctement effectuées. Cette enquête était particulière pour moi. Non seulement c'était ma toute première en tant qu'enquêtrice principale, mais elle était importante. L'accident impliquait un appareil de transport régional, mais a donné lieu à 22 recommandations de sécurité. Pour les Shepard, ces recommandations du NTSB arrivent trop tard. Mais chose rare, après une longue bataille juridique, Air Midwest a présenté des excuses officielles pour les erreurs qui ont coûté la vie à Christiana Shepard. Je m'appelle Ron Goldman. Après les excuses publiques, je vous dirai quelques mots. Les excuses publiques, c'était une première dans l'aviation. Nous sommes réunis ici pour honorer la mémoire des victimes du vol 5481 et présenter nos excuses et nos sincères condoléances aux familles des passagers et des membres d'équipage qui ont péri dans l'accident de ce vol d'Air Midwest le 8 janvier 2003. Le fait qu'ils aient reconnu publiquement leurs responsabilités laisse penser qu'ils prendront en compte les recommandations émises par le NTSB et que ce rapport ne finira pas au fond d'un tiroir. Sinon, ils devront s'expliquer non pas seulement devant un petit comité, mais publiquement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que faire correctement son travail, jour après jour, c'est important. Peu importe qu'on soit en bas de l'échelle ou au sommet de la hiérarchie, on a tous des responsabilités. Il aura fallu une succession d'erreurs et de mauvaises estimations pour que le vol 5481 s'écrase ce jour-là. Pourtant, le commandant Cathy Leslie a été héroïque. Avec un avion déséquilibré et des commandes défectueuses, elle ne pouvait pas sauver les passagers. Mais son dernier geste a sans doute sauvé des vies. Pour moi, elle mérite tous les honneurs. Peu de gens réalisent les efforts qu'elle a déployés pour éviter ce hangar. Et elle y est parvenue, elle a juste heurté le coin du hangar. Et ça a sans doute sauvé la vie de nombreuses personnes. C'est Cindy Overcash qui a trouvé le corps du commandant Cathy Leslie parmi les débris. Aujourd'hui encore, elle repense avec émotion à cette jeune pilote. C'est comme si quelque chose nous rapprochait, je ne sais pas pourquoi. Peut-être tout simplement parce que je l'ai trouvée, que j'étais là quand elle a quitté ce monde. Je ne sais pas. Mais je pense souvent à elle. Lorinda Ward aurait pu clore son enquête une fois l'accident du vol 5481 expliqué. Mais en creusant davantage, elle a amélioré la sécurité des transports aériens pour des millions de personnes.